Nous sommes à Magdebourg, ville industrielle de l'ex-Allemagne de l'Est qui fait partie, ce 18 mars 1991, de l'Allemagne tout court. Léopold Schmitt se penche par sa fenêtre donnant sur la cour grise d'un immeuble. Léopold Schmitt est un petit homme d'une soixantaine d'années aux cheveux gris et aux lunettes rondes cerclées de fer. « Gertrude, viens voir. » Gertrude Schmitt, son épouse, petite bonne femme insignifiante, vient à la fenêtre à son tour. En bas, dans la cour, c'est le logement des Richter, une sorte d'atelier recouvert de tôle ondulée, formant un ensemble de 3 pièces. Tout cela est triste et misérable, et les Richter ont essayé, comme ils ont pu, d'apporter une note de gaieté en mettant des pots de fleurs un peu partout. C'est sans doute aussi pour animer quelque peu leur décor que les Richter ont recueilli tous les chats du voisinage. Ils sont une douzaine au moins, à aller et venir dans la cour autour des écuelles qui leur sont préparées, ce qui d'ailleurs n'est pas du goût du tout de M. Schmitt. Pour l'instant, 2 hommes en chapeau mou et imperméable frappent au carreau des Richter. L'un d'eux sort quelque chose de sa poche qu'il tend devant lui et prononce d'une voix sèche « Police ». Au 3e étage, Gertrude Schmitt se dissimule derrière ses bégonias. Elle souffle à son mari « Léopold, tu n'aurais pas dû ». En bas, dans la cour, les présentations se font rapidement. L'homme qui avait montré sa carte de police retire son chapeau. Il a une 40aine d'années, les cheveux blonds plaqués, l'allure décidée. « Commissaire Gesell. Puis-je voir votre mari, Madame Richter ?» Johanna Richter ne semble pas encore être revenue de sa surprise. Une petite blonde de 25 ans environ, à l'aspect fragile. Ses yeux bleus ont quelque chose de craintif. Après être restée un moment bouche bée, elle parvient à dire « La police, mais pourquoi ?»« Je compte l'expliquer à votre mari. Il est là ?»« Oui, dans son atelier. Depuis qu'il est au chômage, il passe toutes ses journées dans son atelier. » Le commissaire Gesell retient d'un geste Mme Richter, qui se disposait à aller chercher son époux. « Ne vous donnez pas cette peine, madame. Nous y allons nous-mêmes. » Quelques instants plus tard, le commissaire et le policier qui l'accompagnent poussent la porte d'une pièce assez vaste. La fenêtre est masquée par un rideau noir. Une ampoule électrique pendue au plafond donne une lumière crue. Il règne un désordre indescriptible. Dans un coin, des négatifs sèchent sur un fil. Sans dire un mot, le commissaire Gesell s'empare de l'un d'eux et l'examine devant l'ampoule. C'est la photo d'une petite fille aux longs cheveux. Il demande qui est-ce ? L'homme d'une 30aine d'années, qui se tenait jusque-là au fond de la pièce, derrière un établi, bondit alors sur le policier et lui arrache le cliché. Madame Richter se précipite. « Thomas, ces messieurs sont de la police. La police ou pas, ce ne sont pas des manières. Allez, dehors !» Le commissaire Gesell sort de sa poche une feuille pliée en 4 qu'il déplie tranquillement. « Vous savez lire, monsieur Richter ?» Thomas Richter ouvre de grands yeux. « Un mandat de perquisition ? Mais qu'est-ce que ça signifie ?»« Cela signifie que vous avez intérêt à répondre à nos questions sans faire le malin. Et d'abord, vous n'avez toujours pas répondu. Qui était sur la photo ? » « Mais Teresa, ma fille, elle a 7 ans. Fait de la photo en amateur. Qu'est-ce qu'on me reproche ? » « Vous n'en avez pas la moindre idée. » Thomas Richter reste muet. « Vous êtes suspecté de faire de la fausse monnaie, monsieur Richter. » Il y a un cri perçant. C'est Johanna Richter. Elle se précipite vers son mari. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Thomas ? Ce n'est pas vrai. Tu n'aurais pas fait une chose pareille. » Thomas Richter repousse l'étreinte de sa femme. « Évidemment non. Mais il n'y a aucune raison de perdre la tête. » Il se tourne vers les policiers. « Puis-je savoir ce qui vous a amené à me suspecter ? » « Nous avons nos informations. Je ne peux pas vous en dire plus. » « Monsieur Richter, vous savez qu'en matière de fausse monnaie, les préparatifs équivalent à un délit. J'espère pour vous que nous ne trouverons pas ici ce que nous cherchons. » Le commissaire fait un geste bref à l'attention du policier qui l'accompagne et tous deux se mettent à fouiller. Thomas Richter est abasourdi. Évidemment, comme tout le monde, il a lu dans les journaux qu'il y avait depuis quelque temps une affluence de fausses pièces de 5 marks. On parle d'une bande ayant des complices dans les principales villes de l'ancienne RDA. Mais de là à venir avec un mandat de perquisition, il a été dénoncé par une lettre anonyme. C'est une vengeance de voisin. Enfin, comment la police peut-elle faire attention à de pareils racontars ?
Vous avez un agrandisseur extrêmement perfectionné, monsieur Richter. Savez-vous que c'est exactement celui qu'emploient les faux-monnayeurs? Mais est-ce que vous prétendez m'arrêter pour ça? Le commissaire ne répond pas et continue sa perquisition. Et quelques instants plus tard, il pousse un véritable cri de triomphe. Voilà ce que je cherchais! Il brandit une plaque de laiton dans laquelle sont découpés plusieurs trous circulaires. Il sort une pièce de 5 marks et l'adapte à l'un de ces trous. Juste un peu plus grand. C'est avec cela que vous avez fait vos moules. Thomas Richter a l'impression de vivre un cauchemar. Mais enfin, c'est absurde. Je me suis servi de ces bouts de laiton pour réparer ma moto. Et on peut la voir, cette moto? C'est que, justement, la réparation n'a pas tenu. Vous n'y retrouverez pas les pastilles de laiton. Ah, comment donc? Dites-moi, de quoi vivez-vous puisque vous êtes au chômage? Je vis de mon indemnité de chômeur, justement. Et puis, Johanna fait des ménages. Le commissaire prend un air mauvais. Ça suffit comme ça, Richter. Préparez vos affaires, je vous arrête. Johanna Richter a un cri de bête blessée. Son mari la rassure de son mieux. Enfin, c'est une erreur, tu le sais parfaitement. Garde la tête froide et tout ira bien. Je serai de retour dans un jour ou deux avec les excuses du commissaire. Le commissaire Gesell a un regard mauvais en s'adressant à l'homme qui l'accompagne. En attendant les excuses, passez-lui les menottes. Et quelques instants plus tard, Thomas Richter sort dans la cour entre les deux policiers. Prévenus par les soins de la concierge, tous les habitants de l'immeuble sont là, à l'exception toutefois des Schmitt, qui se cachent derrière le rideau. Les commentaires vont bon train. Il vivait sur le dos de sa femme. Il l'obligeait à faire des ménages. S'enfermer comme ça des journées entières dans son atelier, forcément, c'était pas normal. Thomas Richter s'était trompé dans ses prévisions. Il n'est pas libéré au bout d'un jour ou deux, ni même d'une semaine ou deux. 1 mois passe, et il est toujours en prison préventive. Les pièces à conviction saisies sont insuffisantes pour justifier une inculpation, mais le commissaire s'acharne. Richter nie avec violence, ce qui n'empêche pas par moments le désespoir de le gagner. Il serait encore plus inquiet s'il savait ce qui se passe chez lui pendant le même temps. Johanna vit en effet un véritable calvaire. Il a commencé le jour même de son arrestation, chez l'épicier. Celui-ci a eu un sourire gêné quand elle lui a tendu une pièce de 5 marks pour le régler. « Excusez-moi, M. Richter, mais vous ne pourriez pas me payer avec un billet ?» Johanna n'avait pas de billet sur elle. Elle est partie, abandonnant ses marchandises, morte de honte, sous le regard des autres clients. Le lendemain, c'était la dame chez qui elle faisait des ménages. « Je suis désolé, Johanna, mais vous ne pouvez pas rester à mon service. Après ce qui est arrivé, vous comprenez. Et depuis, impossible de retrouver du travail. Toutes les portes se ferment. Personne n'a plus confiance après ce qui est arrivé. Quelques jours plus tard, c'est pire encore. La petite Teresa arrive en pleurs de l'école. « Maman, c'est vrai que papa est un voleur ?»« Mais non, quelle idée. Pourtant mes camarades m'ont dit que c'était vrai, qu'il était en prison. » Johanna Richter sait qu'elle devrait tenir le coup, ne serait-ce que pour Thomas qui a besoin d'elle. Mais elle a toujours été extrêmement nerveuse et fragile. Elle se sent agressée de toutes parts. Elle n'en peut plus. Curieusement, la seule personne qui manifeste de la sympathie pour elle est Madame Schmitt, qui s'était pourtant montrée par le passé très désagréable au sujet des chats. L'autre jour, elle l'a prise à part dans l'escalier. Ma pauvre petite. Comme je vous plains. Je voudrais vous dire... Mais Madame Schmitt s'est brusquement tue et elle est partie sans terminer sa phrase. 14 avril 1991. Il y a 1 mois que Thomas Richter est en prison et ce jour-là, il est convoqué par le commissaire Gesell. Cela fait peut-être la 10e fois et il n'attend rien d'autre qu'une épreuve supplémentaire à laquelle il est bien décidé à faire face. Pourtant, quand il entre dans le bureau, il se rend compte qu'il y a quelque chose de changé. Le commissaire n'a pas sa mine arrogante des autres fois. Il a l'air au contraire gêné, très très gêné. Monsieur Richter, lorsque je vous ai arrêté, vous m'avez dit que je vous relâcherais avec mes excuses. Eh bien, vous aviez raison. Je vous relâche et je vous fais mes excuses.
Thomas Richter devrait ressentir un sentiment de triomphe, mais quelque chose l'en empêche. Peut-être le ton sinistre du commissaire. Il demande avec prudence, expliquez-vous. Cette question que le commissaire Gesell attendait forcément semble le mettre terriblement mal à l'aise. Eh bien, une de vos voisines, Madame Schmidt, est venue me voir. Elle m'a avoué que son mari avait écrit la lettre anonyme qui nous avait fait vous suspecter. Il s'agissait d'une vengeance. Monsieur Schmidt vous en voulait à cause de vos chats. Il a été arrêté. Pour la première fois depuis un mois, Thomas Richter sourit. Cette histoire de fou a enfin un sens. Mais la mine du commissaire Gesell s'assombrit encore si c'est possible. En fait, Madame Schmidt a dénoncé son mari sous l'effet du remords. Thomas Richter sent brusquement une appréhension. Le commissaire poursuit en cherchant ses mots. Il s'est passé quelque chose de très grave, monsieur Richter. Votre femme. Elle s'est suicidée hier. C'est cela qui a décidé Gertrude Schmidt à parler. Thomas Richter ne dit rien, le commissaire non plus. Il le considère en silence et lui tend une enveloppe. Elle a laissé cela. Vous êtes libre, monsieur Richter. Thomas décachette l'enveloppe et lit. À Teresa. Adieu, ma chérie. Ce que m'a fait Thomas est trop affreux. Je ne peux plus le supporter. Je te demande pardon, Johanna. Johanna est morte parce qu'elle l'a cru coupable. Elle n'a pas eu la force d'âme nécessaire pour faire face au quartier coalisé contre eux. Johanna a toujours été très fragile des nerfs. La livrer à elle-même dans ces conditions, c'était un véritable meurtre. Thomas Richter a intenté une action judiciaire contre la police en réclamant des dommages et intérêts pour la mort de sa femme. Il a été débouté. Et il est resté seul, sans un centime, dans son petit rez-de-chaussée sur cour, au milieu de ses chats.